Alors salut à tous pour ce podcast exclusif avec Eric de Toulouse. Il faut savoir que l'agence CQMI, qui est une agence matrimoniale qui permet de rencontrer des femmes en Ukraine ou en Russie, a déjà 3 mariages dans la ville de Toulouse. Donc il faut croire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Peut-être est-ce en rapport avec le jumelage qui existe entre la ville de Kiev et la ville de Toulouse, dans le sud de la France. Alors Eric a gentiment accepté de nous raconter tout ce qui s'est passé depuis le mois de novembre 2017, date à laquelle il avait fait partie de ce groupe mythique, au cours duquel on a eu vraiment des hommes qui ont vraiment parfaitement réussi, puisque sur ce voyage de groupe qui comptait une dizaine de personnes, on a déjà 6 mariages, donc c'est plus de 50% de réussite sur ce groupe. C'est un témoignage très intéressant, et parce que Eric nous parle des formalités administratives, des détails qu'il faut remplir, notamment avec les ambassades, avec les consulats, entre la France et la Russie, puisque Natalia, sa future épouse, est russe, elle habite à Moscou. Ce serait en l'occurrence notre premier mariage entre un homme français et une femme russe. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et le mariage est fixé au 19 avril 2019, il n'est pas encore réalisé, ils ont déjà publié les bans, et on va faire une suite à ce podcast, puisque la semaine prochaine, Eric va nous parler notamment de tout ce qui concerne le côté administratif. Alors, je conseille à tout le monde qui suit cette vidéo sur YouTube de s'inscrire sur le podcast du CQMI qui est disponible sur iTunes, SoundCloud, toutes vos applications de podcast. C'est une manière de communiquer qui va être de plus en plus importante pour nous, pour le CQMI dans le futur. Donc podcast, retrouvez tout ça et même plus encore de podcasts avec Pierre et Hervé à Moscou. Donc sans plus attendre, on commence. Alors nous sommes le jeudi 24 janvier 2019 et merci à Eric qui a accepté donc de faire un autre podcast pour témoigner un petit peu de son parcours après la rencontre, puisque donc vous aviez vu, donc j'encourage les personnes à regarder la vidéo de témoignage de Eric qui datait donc du mois de novembre 2017, et depuis ce temps-là, moi j'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles, et donc le podcast c'est un format idéal pour reprendre contact avec des personnes qui ont fait des voyages dans le passé. Donc alors Eric, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors déjà la première question que je me pose, c'est est-ce que vous vous êtes mariés finalement ou pas? Alors, d'abord, bonsoir Antoine et bonsoir à toute la communauté des CQMistes, et un bonsoir particulier à tous ceux que j'ai côtoyés pendant le voyage de groupe, effectivement, en novembre 2017. Je m'étais promis de garder des contacts au moins avec un qui était Gaël, là. Et puis bon, on a échangé quelques mails, mais c'est vrai que avec le travail j'ai pas eu beaucoup de temps. Alors, mariés, nous ne le sommes pas encore. La date de mariage est fixée au 19 avril de cette année 2019. Et bon, donc, à travers ce podcast, je vais un petit peu te raconter toute mon histoire depuis effectivement cette rencontre. Je t'avais envoyé, je crois en septembre, un mail avec en pièce jointe la publication des bans pour le mariage. Et c'est vrai que donc le mariage est fixé à Moscou. C'est un mariage que je fais, qu'on organise en parallèle entre l'administration russe et l'administration française. C'est-à-dire que, mais ça, je pense qu'on en parlera dans un autre podcast sur tout ce qui est administratif sur le mariage, parce que, mais bon, globalement, on fait ça pour que le mariage soit reconnu dans les deux pays. Et que en Russie, on ait un certificat de mariage, comme quoi on est bien mariés tous les deux. Et en France, eh bien, j'ai un livret de famille. Enfin, on aura un livret de famille. Donc, comme ça, en fait, le mariage sera reconnu dans les deux pays. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc en fait, dans la genèse... Ah mince, oh bah ça...
Il y a Natalia qui m'appelle. Bon, tu peux répondre. Hein. Non, je l'ai zappé. Elle va râler, mais bon. Vous parlez tous les jours? Ah oui. Ouais, ah oui, oui, tous les jours. Tous les jours, et bon, on se voit aussi très souvent. Mais ça, on va en parler. Donc, déjà, en fait, la semaine, je sais pas, enfin, on le voit dans la vidéo, enfin, j'en parle dans la vidéo, légèrement dans la vidéo que j'ai faite en novembre 2017. Natalia était quand même une femme un petit peu, elle rappelle. Je sais pas, tu mets en pause et puis. Oui, tu peux lui répondre, oui. Ouais, mets en pause, je lui réponds okay. Et je lui. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, donc je dis. Tu reprends l'enregistrement? Oui, ça y est, j'ai reparti. Donc je disais, ouais, ça a été un peu une particularité parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais en finale, quand on avait établi la liste des femmes que je devais rencontrer, elle avait dit finalement à Borislava qu'elle ne voulait pas venir parce qu'elle avait appris, entre guillemets, que je voyais d'autres femmes et ça ne lui avait pas trop plu. Et puis finalement, elle est venue quand même. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être, je sais pas, d'un point de vue, tu vas pouvoir me le dire, mais des clients du CQMI, je serais pas le premier à me marier avec une femme russe, parce que la plupart des mariages, ce sont des femmes ukrainiennes, je pense. Oui, je pense qu'effectivement, tu serais le premier à te marier avec une. Mais Natalia, au départ, elle était ukrainienne, non? Alors non. Elle est russe, elle est née en Russie de parents russes, elle est née en Union soviétique de parents issus de l'Union soviétique, mais sur le territoire de la République russe, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Elle est née à 300 km à l'est de Moscou à peu près. Donc ses parents ont immigré en Crimée quand elle avait 3 ans, donc elle a vécu toute son enfance, son adolescence et puis une grosse partie de sa vie en Crimée. Et donc effectivement, quand elle est née, la Crimée était encore soviétique. Puis au moment de l'indépendance, la Crimée était ukrainienne. Puis tout le monde le sait qu'en 2014, la Crimée a été réannexée par la Russie, puisqu'en fait la Crimée avait été attribuée à l'Ukraine par Brejnev, qui lui-même était ukrainien en fait. Quand il était Brejnev, il est né à Dnipro, en Ukraine. Et donc pendant qu'il était président du Soviet suprême, là, quand il était à la tête de l'Union soviétique, il avait attribué la Crimée à l'Ukraine en 75 ou 76, je ne sais plus, dans ces zones-là. Alors bon, là je sais qu'on entre dans la politique et puis ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc aujourd'hui, Natalia a la double nationalité, russe et ukrainienne. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'elle peut jongler. Elle jongle avec les 2 passeports, c'est-à-dire qu'elle quitte Moscou avec son passeport russe et elle atterrit à Paris avec son passeport ukrainien. Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de visa pour venir me voir. Tu vois, c'est une petite subtilité, quoi. Ah, elle a les 2 nationalités alors. Elle a les 2 nationalités. En fait, quand en 2014, elle a repris la nationalité russe. Et elle avait eu la nationalité ukrainienne au moment de l'indépendance, enfin au moment de l'éclatement du bloc soviétique. Et quand en 2014, elle a repris, ils avaient le choix de garder la nationalité ukrainienne ou de prendre la nationalité russe, ou de ne prendre que la nationalité russe. Enfin, ils avaient plusieurs choix. Elle a choisi de garder les 2 passeports. D'accord. Donc, et d'ailleurs, en fait, elle le dit, ce problème politique, c'est un crève-cœur parce qu'elle a autant d'amis russes qu'elle n'a d'amis ukrainiens. Et puis, à leur niveau, on va dire, elle dit c'est un problème politique, c'est pas un problème humain, c'est pas un problème des gens, quoi. Mais par contre, son fils, lui, n'a que la nationalité russe. Donc voilà. Elle était venue
de Crimée pour me rencontrer à Kiev. Donc elle avait quitté la Russie parce qu'à l'époque déjà, enfin il y a un an, un peu plus d'un an, c'était déjà la Russie, la Crimée, et donc elle avait fait le voyage de nuit pour venir me voir à Kiev. Et on avait passé la journée ensemble, et puis elle était repartie la nuit suivante. Elle avait refait le voyage de nuit. Et puis c'est d'ailleurs, enfin je le dis dans la vidéo, elle n'avait pas voulu que je paye son billet de transport. Enfin, elle avait voyagé en taxi de nuit. C'est une espèce de taxi un peu amélioré, là où ils sont 6 ou 7 à bord, et puis dans des sièges, c'était des sièges un peu couchettes, enfin des sièges relax, quoi, où elle pouvait un peu dormir, quoi. C'est des taxis de bon niveau qu'elle avait utilisés. Voilà, mais donc et on n'était pas, et quand on a passé la journée ensemble, eh bien, nous on l'a passé sans assistante, puisqu'en fait officiellement elle avait dit à Borislava qu'elle voulait pas me rencontrer, donc elle n'était pas prévue dans mon planning avec Svetlana qui était mon assistante, et donc Svetlana ne l'a jamais rencontrée. Et après, donc nous on est resté en contact. C'était avant ma rencontre, c'était ma favorite, et puis quand elle avait annoncé à Borislava qu'elle voulait pas me rencontrer, on s'était dit, j'avais dit bon bah écoute, puisque tu vas déménager, parce qu'elle avait planifié de déménager de Crimée à Moscou pour des besoins personnels, j'avais dit bon bah je viendrai te voir à Moscou. Et en fait finalement c'est elle qui est venue me voir à Kiev, parce que finalement, enfin elle était aussi désireuse que moi de cette rencontre, donc elle est venue quand même. Et puis bon, la journée s'étant tellement bien passée tous les deux que on a décidé, enfin j'ai décidé d'aller la voir quand même, enfin à Moscou, et on a fixé la date de mon voyage. Enfin, quand elle est repartie, on a fixé la date de mon voyage suivant à Moscou. Et là, j'ai pas tenu vraiment mon engagement, mais elle a bien compris, parce que en fait, moi, il me fallait que je refasse me faire mon visa, parce que ce qu'il faut savoir, donc, autant c'est facile pour un Français, enfin quelqu'un de l'Union européenne, d'aller en Ukraine sans visa, puisque ça fait partie de Schengen, on y va juste avec le passeport, autant à Moscou il faut un visa. Et moi, comme j'étais déjà allé en Russie plusieurs fois, j'ai demandé un visa de validité d'1 an. J'ai pas demandé un visa de simple touriste pour un aller-retour. J'ai demandé un visa d'une validité d'1 an avec multi-entrée. Ça, on ne peut le faire que si on est déjà allé en Russie, et c'est un visa qu'on demande de façon professionnelle. Donc moi là, j'ai joué sur ma carte, enfin avec ma carte professionnelle, pour pouvoir. J'ai obtenu un visa, une invitation, parce que pour aller en Russie, il faut une invitation, une invitation d'un hôtel ou d'une personne ou d'une entreprise. Alors moi, j'ai été invité par la chambre de commerce de Moscou pour avoir ce visa, et j'ai obtenu mon visa de 1 an multi-entrée avec 90 jours maximum dans l'année sur place à Moscou. Bon, 90 jours, je les ai pas en vacances, donc ça fait 3 mois, 90 jours. Donc c'est largement suffisant. Et comme mon passeport avait expiré dans l'année qui suivait, il a fallu que je refasse mon passeport, parce qu'il faut sur le passeport 6 mois de validité après le retour, à la fin du visa. Donc en fait, il me fallait un passeport qui expire au bout d'1 an et demi. Donc j'ai dû refaire d'abord mon passeport, puis demander mon visa. Et ce qui fait que j'avais planifié de venir en décembre, et je n'ai pu venir à Moscou la revoir en janvier. Donc là, en janvier 2018, j'ai passé 15 jours avec elle à Moscou, où là, c'est vraiment là où on a appris à se connaître. Bon, elle avait pris 1 semaine de congé, et puis après, pendant l'autre semaine, elle travaillait, mais moi, je visitais Moscou, et puis le soir et le matin, on était ensemble. Tu m'avais juste le visa multi-entrée, ça coûte combien pour savoir un ordre d'idée? Alors
il n'y a pas que le visa qui coûte. Il y a déjà l'invitation qu'il faut payer. L'invitation, c'est de l'ordre de... Le visa en lui-même, c'est pas le plus cher. Après, il y a plusieurs méthodes pour obtenir le visa. Soit tu dialogues directement. Alors, on ne peut plus dialoguer avec le consulat. En France, on ne peut pas dialoguer avec le consulat russe, puisque directement, il faut passer. C'est une administration qui va trier avant de présenter le visa au consulat. Mais moi, je suis passé encore plus par une société qui organise tout, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a obtenu le visa d'invitation. Mais bon, je l'ai fait avec ma casquette professionnelle. C'est moi qui ai payé personnellement. C'est pas ma société qui a payé, mais c'est moi qui ai payé l'ensemble. Alors globalement, sur l'ensemble, j'ai dû en avoir pour aux alentours de 150-180 euros. Entre l'invitation, les documents, l'assurance aussi pour aller en Russie. La Russie demande pour l'obtention du visa une assurance rapatriement spécifique où c'est spécifié que c'est pour la Russie, avec des montants d'indemnisation, c'est-à-dire qu'ils veulent pas avoir affaire à ce que tu utilises leur service de santé. Et donc, en fait, il faut que le montant de l'assurance soit suffisant, le capital, si tu veux, mis à disposition de l'assurance, puisse prendre en charge la totalité de ton rapatriement en avion sanitaire, s'il le faut, ou ton corps aussi, si jamais il t'arrive... ils envisagent toutes les possibilités, bien sûr. Donc, cette assurance, c'est pas donné non plus. Moi, je suis passé par ma propre assurance pour le faire, mais sinon, il y a des sociétés qui proposent ça. En général, c'est assez cher, l'assurance. Moi, par mon assurance, j'en avais pour 50 euros quand même de cette assurance pour l'année. Ouais. Donc, le visa pour la Russie, c'est pas donné. Et en plus, si quelqu'un ne peut pas bénéficier comme moi j'ai pu avoir ce visa multi-entrée d'1 an parce que j'étais déjà allé en Russie. Si c'est la première fois, tu n'auras jamais... Moi, la toute première fois où je suis allé en Russie, même si c'était un déplacement professionnel, je n'ai eu qu'un visa de 3 mois seulement. Donc, tu vois, c'est... en général, pour les premiers visas, ils te demandent la durée de ton voyage et ils te donnent la durée du visa pour ton voyage. Bon, il y a eu une exception au moment de la Coupe du Monde, puisque là, ils n'ont pas délivré la Coupe du Monde de football, là, qui s'est déroulée en Russie. Ils n'ont pas délivré de visa, ils délivraient des passes. Et c'était beaucoup moins cher, et puis, parce qu'ils en ont délivré beaucoup, quoi. Ouais. Donc, ça te permettait finalement d'aller la voir de manière régulière, parce qu'elle elle travaille... elle est dentiste, oui. Chirurgien dentiste. Exactement, elle est stomatologue. Avant d'être elle est médecin d'abord. À la base, elle est médecin. Elle a fait des études de médecine, puis de chirurgie, et elle s'est spécialisée dans la chirurgie au niveau du bas du visage, quoi. Elle fait même de la chirurgie esthétique, avec de la culture d'os. C'est assez. D'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as demandé une photo du mariage. Elle n'est pas pour cette publication parce qu'elle fait partie d'une grosse communauté professionnelle sur Facebook et c'est une communauté internationale. Donc, elle dit potentiellement, il y a peut-être dans ses amis Facebook, entre guillemets, parce que ce sont des amis professionnels, des clients du CQMI. Et ça lui plairait pas que ces gens-là la rencontrent, quoi. Donc, elle veut pas que, si tu veux, moi, ça me dérange pas. J'ai fait la vidéo, on fait des podcasts, tu peux parler.
Ouais, autant elle, ça la dérange. C'est un peu l'inverse des autres cas. En général, les femmes, ça les dérange pas de faire des vidéos et les hommes se cachent plutôt lors des voyages. Là, c'est tout à fait le contraire. Donc, enfin, je peux t'envoyer une photo, mais il faudra que tu la gardes juste pour nous. Ouais. Voilà, à titre de ta collection sur ton mur des mariages. Du CQMI, quoi. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait 7 voyages en 2018 à Moscou. Elle en a fait 2 sur la France. Donc, le premier voyage qu'elle a fait, on est resté à Paris parce qu'elle voulait visiter Paris. Et puis le deuxième voyage, en octobre, elle est venue sur Toulouse pour voir un petit peu mon environnement, mais c'est plus facile pour moi de voyager parce que moi, d'une part, je suis salarié, donc j'ai des congés. Elle est en libéral, donc qui dit congé, dit pas de salaire. Elle est payée à l'acte. Donc, si pendant une semaine elle opère pas, elle n'est pas payée pendant une semaine. Ouais. Comme n'importe quelle profession libérale en France, hein, c'est pareil. Hein, mais bon, pour les Russes, c'est quand même pour elles, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Les médecins et les chirurgiens, même si les Russes sont un peu mieux lotis que les Ukrainiens. Je me souviens de la vidéo de la cardiologue je sais plus dans quelle ville tu l'avais rencontrée, où elle disait qu'elle gagnait moins qu'une femme de ménage, ou je sais plus quoi. Oui, à Poltava. Ouais, c'est ça. Côté Russie, ils sont beaucoup mieux lotis que les Ukrainiens de ce point de vue-là. Hein. Elle gagne bien sa vie quand même pour là-bas. Elle gagne très bien sa vie. En regard de mon salaire, non, effectivement, c'est un petit peu Après, d'un autre côté, le niveau de vie est plus facile à Moscou que. D'ailleurs, maintenant, elle m'a dit, parce que un jour, je ne sais plus pourquoi, on faisait des courses ensemble, et puis elle m'a choisi des vêtements, on a acheté des vêtements. Puis j'étais étonné du montant que j'ai payé, parce que je n'ai pas payé très cher. Et puis je lui fais part de cette remarque. Elle me dit maintenant, tu t'achètes plus d'habits en France, tu te les achètes que ici. Puis d'un autre côté, ça lui permet de surveiller un peu ma façon de m'habiller. Mais ça, on va dire, c'est une autre une autre histoire. Ouais. On va en parler, mais elle tient son rôle de femme. Hein. Elle attend à ce que je tienne mon rôle d'homme, mais elle tient son rôle de femme, quoi. Donc, pour en revenir au voyage avec la Russie, j'ai vu dans une vidéo récente là, où tu disais qu'il y avait beaucoup d'hommes finalement qui demandaient des femmes russes, et en final, pas beaucoup d'hommes qui choisissaient des femmes russes. Mais je pense que le principe l'accès à la Russie est plus délicat que l'accès à l'Ukraine, quoi. Donc c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les hommes hésitent à faire les voyages en Russie, parce que une fois que tu as fait ton premier voyage, que tu as rencontré la personne, la femme, et que ça matche, il faut y retourner. Oui. Il faut. Où faut l'inviter, mais c'est assez difficile pour les Russes aussi de venir en France. La démarche pour les femmes russes, la démarche à l'ambassade de France, je connais maintenant, je maîtrise bien l'ambassade de France à Moscou, le consulat, le service des Français à Moscou. J'ai vu pas mal de gens tenter d'obtenir un visa pour la France. Bon, ils l'obtiennent, hein, c'est pas un souci, mais la démarche est pas simple. Et c'est pareil, les Russes, ils obtiennent un visa touristique de la durée du voyage, et point. Ils n'auront pas un visa multi-entrée pour pouvoir faire des allers-retours. Parce que quand tu commences à établir une relation avec une femme russe, il faut y aller, il faut faire des allers-retours. Et si à chaque fois tu dois payer un visa d'une seule entrée,
en finale, au bout d'un an, si t'as pas le visa multi-entrée, ça commence à chiffrer. Ouais. Je veux pas apeurer et rebuter les gens, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est pas anodin. C'est pas anodin quand tu recommences à rentrer en contact avec. Enfin, je sais pas toi à l'époque quand tu faisais tes voyages en Russie, mais c'est pareil. Je sais pas ce que tu avais comme type de visa, mais tu peux pas y aller aussi facilement que tu ne vas en Ukraine, quoi. Ouais. Toi du Canada, non, tu as un passeport français encore, toi, Antoine. Oui, mais même, je me souviens à l'époque, les visas pour aller en Russie coûtaient moins cher si tu avais un passeport français qu'un passeport canadien, parce que la relation entre le Canada et la Russie est tellement dégradée que même maintenant en tant que Canadien, pour aller en Russie, ça devient difficile, parce que même les ressortissants russes, même en tant que touristes, ont énormément de difficultés à venir au Canada. Donc Puis j'ai entendu aussi, on a eu cette semaine un témoignage, une lettre d'un monsieur qui a rencontré une femme en Russie, et il raconte dans sa lettre, c'est la croix et la bannière pour toutes les formalités administratives. Apparemment, la France aussi commence à causer des problèmes avec les ressortissants russes. Apparemment, c'est une nouveauté, et il explique que c'est beaucoup plus compliqué que si c'était une femme ukrainienne. Ouais. Oui, alors le consulat français à Moscou, oui, met un peu un frein sur. Mais bon, il tolère. Après, je pense que c'est lié. On peut en parler aussi parce que c'est quand même une dimension qu'il faut prendre en compte. C'est ce qu'on appelle les sanctions. On en parle beaucoup, Natalia et moi. Je lui ramène quelquefois, à chacun de mes voyages, je lui ramène des médicaments. Parce que les sanctions appliquées à la Russie, il y a des médicaments qu'elle trouvait, notamment pour son père, en fait, qu'elle trouvait facilement en Russie, il ne les trouve plus. Et donc, les sanctions sont appliquées surtout aussi sur une certaine classe dirigeante russe, et ces gens-là ne peuvent plus voyager en France, ça c'est clair. Il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que maintenant, moi, sur mon passeport, j'ai beaucoup de tampons russes, enfin d'entrée à Sheremetyevo. C'est l'aéroport international à Moscou. Si aujourd'hui je veux aller en Ukraine, je risque de me faire refouler à l'entrée de ce fait-là. Surtout que là je ne l'ai pas encore, mais je vais aller bientôt là en Crimée. Si j'ai des tampons de Crimée russes, là c'est clair, à Kiev ils me refouleront. Je reprends le premier avion dans l'autre sens. Donc ça c'est je crois que si on veut choisir de rencontrer une femme russe, il faut aller jusqu'au bout, savoir en conséquence et prendre le risque de ne plus pouvoir retourner, ou alors à moins d'avoir 2 passeports. Hein, ça c'est aussi possible. Hein. Moi je sais que j'ai des collègues qui professionnellement ont 2 passeports parce que ils vont dans des pays pour des raisons professionnelles qui ne tolèrent pas que tu ailles dans un autre pays. 2 passeports français ? Oui. Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait avoir 2 passeports français. Oui, alors pour des raisons professionnelles, quand tu vas, alors bon, typiquement si tu vas si tu vas en Syrie et si tu vas en Israël, si tu as un tampon syrien, tu rentres pas en Israël et inversement. Ah ouais. Tu vois ? Ouais, donc pour des raisons professionnelles, tu as la possibilité d'avoir 2 passeports. Ah bah ça je savais pas. Ouais, c'est autorisé en fait si tu veux. Donc
faut savoir jongler avec les bons passeports. Alors, il n'y a pas que ces pays-là, il y a d'autres pays. Notamment, moi, c'est aussi un peu pour ça que j'ai refait mon passeport, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais avant que je ne fasse le voyage de Kiev, j'étais en Floride et puis j'ai fait pas mal de voyages aux États-Unis aussi pour le travail. Et j'étais assez content d'avoir finalement pour aller en Russie un passeport vierge, c'est-à-dire que j'avais aucun visa des pays auxquels j'étais allé avant, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé, y compris au Japon par exemple. Même si cette semaine il y a eu une rencontre entre le Premier ministre japonais et Poutine, il y a 2 jours là. Oui, parce que je regarde beaucoup Russie à 24 aussi. Et il y a les Japonais et les Russes, ils sont pas toujours très bons copains. Tu sais qu'ils ont toujours un conflit sur des îles entre le Kamtchatka et le Japon, quoi. Ouais. Un archipel qui date de la fin de la dernière guerre mondiale. Donc ils sont pas toujours très très copains. Donc comme j'avais pas mal de visas américains et japonais, j'étais assez content de finalement d'avoir un passeport vierge sans visa et sans tampon pour aller à Moscou. Ouais. Et alors, et au niveau de votre relation alors avec Natalia, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des hauts et des bas? Est-ce que ça a été toujours rose? Comment ça s'est passé le développement de la relation? Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu plus de hauts que de bas quand même, mais il y a eu des erreurs de ma part, des incompréhensions de la sienne. Après, Natalia, c'est une femme qui a beaucoup voyagé aussi à l'extérieur. Elle, dans les pays européens, enfin, elle n'était jamais venue en France, mais dans d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, elle était allée aussi dans des pays, en Israël, comment ça s'appelle, en Amérique du Sud. Enfin bon, et donc elle sait qu'il existe une culture différente de la culture slave. Oui. Mais par contre, je sais pas, je pourrais donner quelques exemples. Notamment, le plus gros bas que l'on ait eu tous les deux, c'est l'année dernière, au mois de juin 2018, elle a fait une opération qui a duré pratiquement la journée. Et à la fin de son opération, elle était bloquée musculairement dans le dos parce qu'elle a été concentrée toute la journée et tout ça. Elle était bloquée dans le dos. Et elle est allée voir une sorte de kiné qui, pour l'aider à débloquer, lui a fait une injection. Et ce mec, il a, malheureusement, en faisant l'injection, il a touché un nerf qui, au niveau de l'épaule, qui a lui affecté tout le bras. Et pendant plus de 15 jours, elle avait une insensibilité au niveau de son bras. Ce qui veut dire 0 opération. Elle ne pouvait plus du tout opérer. Donc, elle ne pouvait plus travailler. Et là, de ce côté-là, les Russes, ils n'ont pas une couverture sociale comme nous, en France, on peut avoir. Si tu es en incapacité de travail, quand tu es salarié, tu touches quand même ton salaire. Les professions libérales, c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai quelques amis qui sont en profession libérale. En général, ils touchent une indemnité, mais pas tout de suite. Ils ont une carence alors qu'un salarié a 0 carence en France. Et moi, j'ai essayé de lui donner des conseils, mais je n'ai pas, dans ce cadre-là, assuré mon rôle d'homme protecteur. J'aurais dû, si tu veux, elle n'a pas osé non plus me le demander, ouais. mais elle a eu des problèmes d'argent. Enfin, elle a eu parce que elle a dû continuer à payer. Alors, elle est propriétaire d'une maison et d'un appartement en Crimée, mais la maison, c'est ses parents qui l'occupent en Crimée et son fils l'appartement. Et donc, à Moscou, elle est locatrice de l'appartement qu'elle occupe.
Donc il a fallu qu'elle continue à payer son loyer à Moscou, qu'elle continue à payer ses charges professionnelles parce qu'elle a des charges professionnelles, et elle a eu des problèmes d'argent. Et alors, elle m'en a fait, si tu veux, allusion sans que je percute. Et je ne l'ai pas aidée financièrement à ce moment-là. Et c'est un ami à elle qui l'a aidée. Et un jour, en discutant, elle m'a dit, mais Alexis, parce qu'il s'appelle Alexis, c'est un russe, il fait plus pour moi que toi. Tu vois, alors que moi, toi, quand elle a dit ça, toi, t'es mon homme, et là-dessus, sur ce problème, t'as rien fait pour moi. Et là, il a fallu que, j'ai percuté, si tu veux, et puis elle a une très bonne amie qui parle couramment français, qui connaît bien la culture française et la différence entre à ce moment-là. Moi, j'étais à Moscou, là, c'était après la Coupe du Monde, et on était très, très en froid. Et heureusement, cette amie qui habite Kiev, d'ailleurs, est venue à Moscou, parce qu'elle est originaire de Moscou, et elle a sa mère qui était à Moscou, et sa sœur, elle a de la famille à Moscou. Elle était à Moscou, là, et on l'a rencontrée, et puis elle m'a pris à part, et elle m'a expliqué le problème. Et j'ai pu corriger le tir, mais ça aurait pu aller à la rupture. Bon, avant que je ne comprenne le truc, si tu veux, parce que, je fais partie de cette catégorie de gens dont tu parlais il y a pas longtemps, qui laissent pas tomber l'affaire, quoi. Qui baissent pas les bras à la première difficulté. Hein. Bon, ça c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi là-dessus j'ai pas lâché, et j'ai insisté. Alors j'ai creusé, j'ai essayé de réparer, et puis et c'est revenu, mais avant que la confiance revienne à 100%, on va dire, là, à ce moment-là, si tu veux, j'avais déjà fait ma demande en mariage, on avait déjà commencé le processus on était déjà allés tous les deux à l'ambassade de France à Moscou. À ce moment-là, il n'était plus question de mariage pour elle, quoi. Parce qu'elle se disait, qu'est-ce que c'est que cet homme sur qui je ne peux pas compter si j'ai un souci de santé, qui ne comprend pas mon souci de santé. Et donc là, j'ai rectifié le tir, j'ai remboursé le gars qui lui avait prêté de l'argent. Après, elle m'a remboursé ultérieurement, parce qu'elle a tenu à le faire. C'est une autre histoire, parce qu'elle m'a... moi, je voulais pas non plus qu'elle me rembourse, mais on a trouvé après, derrière, un accord commun, mais si tu veux, là, ça a été le plus gros dilemme, la plus grosse tension entre elle et moi. Et quand on parle d'hommes protecteurs, tu sais, souvent on entend les femmes qui disent je veux un homme qui me protège. Ça fait partie de ça aussi. Et j'ai compris que, si tu veux, elle, pareil, si j'avais eu des problèmes de santé, elle aurait été aussi capable de me protéger, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément aussi une protection financière, parce que c'était là, à ce niveau-là de la protection, c'était pas que la protection financière. Alors, ce qui est aussi mal tombé, c'est que c'était au moment de la Coupe du Monde. Et alors, là, typiquement, de Toulouse à Moscou, un aller-retour, ça me coûte 250 € par Air France avec un bagage en soute. Au moment de la Coupe du Monde, c'était 800 € le voyage. Alors, si tu veux, j'y suis pas. Donc, je n'y suis pas allé. Je ne l'ai pas soutenue. Elle s'est sentie un peu abandonnée à ce moment-là, quoi. Alors que même si j'avais pas forcément pu l'aider financièrement de façon importante, il aurait fallu au moins que je sois présent à côté d'elle, parce qu'elle a beaucoup souffert physiquement, elle a beaucoup souffert, quoi. Elle était bloquée du dos, elle sentait plus son bras.
c'est une. Bon, aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre des choses. Elle a plus aucune séquelle de ce problème physique. Et puis, ce souci entre nous deux a été complètement oublié. Mais si tu veux, ça a été quand même un gros problème. Un gros problème. Après, bon, des petites chicaneries. Je sais pas. Souvent, ce qu'elle me disait au début, elle me dit, Eric, ce que je veux, c'est me sentir femme quand je suis avec toi. Et là, enfin, c'est pas facile à comprendre ça, parce que moi, j'ai quand même une éducation française. Issu du féminisme, parce que mon éducation de gamin, je l'ai eue pendant les grosses années féministes en France, les années 70, 80, où les mouvements féministes étaient très forts. Il fallait que ce soit une égalité totale entre l'homme et la femme. Là, ce qu'elle attend, si tu veux, par exemple, lors de mes voyages, on fait pas mal de tourisme un peu. Elle arrive à prendre quelques jours. Elle aime bien au début, c'était elle qui organisait les trucs, parce que forcément, tu débarques dans un pays, tu parles pas la langue, tu sais pas grand chose. Mais après, j'ai pris un peu le dessus. Et c'est moi qui organise des activités quand j'y vais et qu'elle a du temps libre à passer avec moi. Et ça, elle me dit, tu vois, c'est ça, Eric, que j'attends. Ce qu'elle attend aussi, c'est que je sache anticiper ses besoins. Enfin, un truc tout bête. Un jour, donc je voulais faire une croisière sur la Moxva. C'est la rivière qui passe à Moscou. Tu sais, il y a des bateaux là qui circulent un peu comme les bateaux mouches à Paris, le même genre. Et puis on passe la journée là sur le bateau. Et puis c'était en septembre, il faisait encore très beau, très chaud à Moscou. Puis à un moment, elle enlève sa veste, enfin une espèce de petit gilet qu'elle avait. Et moi, je portais avec moi un sac. Et au moment où je le vois enlever sa veste, je lui tends mon sac ouvert pour qu'elle puisse ranger sa veste dedans. Et elle me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, voilà, c'est ça un homme. C'est-à-dire que je dois anticiper ces petits désirs, ces petites choses qui fait que je lui facilite la vie. C'est des toutes petites choses comme ça, mais c'est pas forcément des grosses choses lourdes qu'il faut mettre en place. C'est des petites. Quand on est chez elle, je tiens mon rôle d'homme. C'est moi qui vais faire les courses au supermarché, qui porte les sacs lourds, je tiens mon rôle d'homme dans notre famille qui naissante, quoi. Et puis elle tient son rôle de femme, et ça c'est vrai que c'est vachement agréable, quoi. Après j'ai pas d'autres il y a des hauts et des bas, mais c'est des petits bas, et puis il y a des grands hauts, il y a quelquefois des hauts moyens. Enfin, je veux dire, ça reste comme une vie classique, quoi. Mais quand on a fait un grand tour au nord de Moscou, là, ce qu'on appelle l'anneau d'or. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. On a visité les villes de l'anneau d'or, là, et dedans on a en excursion organisée là, et on est allé dans on a visité des fabriques de textiles, par exemple une fabrique textile, et là
elle choisissait, elle trouvait des trucs intéressants, puis elle achetait des trucs et elle disait, ouais, ça c'est pour l'appartement, enfin c'est pour la maison à Toulouse. Et puis elle me dit, hop, tu le ramènes. Donc pour l'instant, on vit pas ensemble encore, mais elle aménage déjà son cadre de vie à Toulouse, quoi. Et puis maintenant ici, si tu veux, puis c'est un choix aussi de moi. Je veux pas décider quoi que ce soit sans elle, quoi. Par contre, un jour, il y avait son lave-linge qui avait des problèmes chez elle à Moscou. Elle sort de la salle de bain, parce que le lave-linge est dans la salle de bain. Elle sort de la salle de bain et dit, Eric, il y a un problème avec le lave-linge, c'est toi l'homme. Ça voulait dire tout de suite, moi je veux pas entendre parler du problème avec le lave-linge, c'est toi qui dépannes, quoi. Bon, heureusement c'était pas compliqué, mais ouais, t'allais poser une question. Oui, en fait, je m'aperçois qu'il y a des similitudes entre Hervé et toi, parce que on est dans une situation où c'est une femme qui a des responsabilités professionnelles assez importantes et qui gagne bien sa vie. Et est-ce que, parce qu'on en parlait beaucoup avec Hervé dans son podcast, est-ce que dans ton cas, tu sens qu'elle sera prête à réellement quitter son travail à Moscou et venir habiter avec toi à Toulouse? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Oui, non, c'est planifié ça. C'est normalement, enfin, je veux dire, après notre premier, si tu veux, notre premier objectif, c'était le mariage quand même, parce que pour des questions d'organisation en France, moi, je préfère qu'on soit mariés, parce que bon. Enfin, je peux en parler un petit peu rapidement, mais je crois qu'il faudra développer ça dans un autre podcast, parce que je me suis déjà renseigné auprès de l'OFII, là, en France, ça s'appelle l'Office français d'intégration et d'immigration, ou d'immigration et d'intégration, là, et tiens, je sais plus lequel a eu ce souci, là, où au bout de 3 mois, sa femme, elle n'a pas pu revenir en France. Ça, moi, je veux pas que ça arrive, quoi, tu vois. Donc j'ai tout regardé, et effectivement, elle, si on n'est pas marié et qu'elle vient en France, au bout de 3 mois, elle est en situation irrégulière. Oui. Et alors là, tu rentres dans un processus en France, c'est infernal, quoi. Moi, je suis allé faire à l'OFII. Tu te retrouves à faire la queue avec toute la misère du monde. Et c'est, il y a des vigiles même qui repoussent les masses de gens, d'immigrants, parce que bon, j'ai rien contre ces gens-là. Et puis moi, je trouve que la France doit en accueillir sa part, mais je veux pas faire subir ça à Natalia. Parce que bon, c'est quand même, c'est quand même assez difficile, c'est lourd à gérer ça. Donc, j'ai voulu à ce qu'on organise le mariage à Moscou. C'est un mariage qui sera reconnu dans les 2 pays. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les démarches en parallèle. Il y a eu publication des bans en France, il y a eu tout. C'est un mariage qui sera reconnu dans les 2 pays. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de souci. Dès le mariage, dès la fin du mariage, l'un comme l'autre, on va demander ce qu'on appelle un visa famille. Et là, le visa famille, il est valable sur la durée du passeport. Et tu peux faire autant d'allers-retours que tu veux, sans limitation de durée de séjour. Attends, c'est un visa famille qui est délivré par la France ou par la Russie? Alors, pour moi, ce sera un visa famille qui sera délivré par la Russie, et pour elle, ce sera un visa famille qui sera délivré par la France. Ah, donc il y a une entente entre les 2 pays pour ça? Ah bah, c'est pas une entente, côté français, c'est ce qu'on appelle le principe de rapprochement familial. Regroupement familial, ouais, c'est ça. Et puis en Russie, bon, ils ont une autre appellation, mais tu peux en tant que conjoint demander un visa de conjoint. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle en Russie, mais je peux demander parce que l'un comme l'autre,
on ne pourra pas dans un premier temps, enfin en France maintenant c'est 5 ans minimum de vie commune pour obtenir la nationalité française, puisque c'est pour éviter les mariages blancs et tout ça. Et côté russe, c'est pareil, pour obtenir la nationalité, il faut d'une part justifier d'un minimum de langue russe et surtout de connaissance de l'histoire de la Russie, comme pour la France. Hein. Ouais. Je fais partie d'ailleurs d'un groupe maintenant, parce que j'apprends le russe, je fais partie d'un groupe où des Russes qui apprennent le français aident des Français qui apprennent le russe. Et là, je viens d'aider une jeune femme là, qui a, avec son mari, enfin son copain, parce qu'ils ne sont pas mariés, mais vivent en France, enfin travaillent en France, et puis ils ont demandé la nationalité française. Alors lui, comme il a fait Polytechnique en France, c'est un Russe, mais qui a fait le concours et qui a obtenu, qui a fait Polytechnique en France. À partir du moment où tu fais Polytechnique, comme tu es un militaire, tu es français. C'est comme quand tu rentres à la Légion étrangère, à partir du moment où tu signes et puis que tu obtiens ton statut de légionnaire, tu obtiens la nationalité française. À partir du moment où tu réussis le concours de Polytechnique, tu obtiens la nationalité française. Alors qu'elle a un doctorat d'intelligence artificielle. Il a fallu qu'elle demande qu'elle fasse toutes les démarches de la nationalité française pour obtenir la nationalité française. Et je peux te dire que c'est pas coton. Parce qu'elle a eu des questions d'histoire de France, il y en a, enfin je suis assez féru en histoire de France, mais il y en a, je ne savais pas répondre comme ça du tac au tac, quoi. Il a fallu que je regarde dans les bouquins. Je sais pas, je trouve ça assez compliqué, quoi. Attends, j'ai pas compris. C'est qui a demandé la nationalité française ? C'est une amie que j'ai rencontrée. Enfin, je fais partie d'une espèce de communauté, si tu veux, de personnes qui s'apprennent mutuellement la langue. C'est-à-dire que moi, en français, ces gens-là me parlent en français, je les corrige. Et moi, je leur parle en russe et ils me corrigent. Ah, d'accord, ok, c'est un club de discussion. Ouais. Voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça. C'est très bien pour apprendre la langue. Hein. Il y a des outils, sur le téléphone qui sont super, hein, des applications là pour ça. C'est assez sympa, quoi. Et il y a des logiciels qui aide à la traduction, enfin, c'est-à-dire qui te donne les moyens de corriger leur texte ou leurs paroles, et parce que tu peux parler comme tu peux taper du texte. Okay. C'est très bien, ça c'est une parenthèse, quoi. Mais bon, pour te dire que obtenir la nationalité, c'est pas donné maintenant aujourd'hui, enfin, c'est pas trivial. Ok. Et est-ce que vous avez fait d'autres démarches administratives par rapport à Natalia, par exemple, pour... on a fait, on est dans le processus complet, hein, du mariage. Mais ça, je te dis, il faudrait faire un podcast, ouais, à part entière, parce que il faut que j'explique. Enfin, tout est super bien expliqué. Si tu cherches sur le site, par exemple, du consulat français, le service des Français de l'ambassade de France à Moscou, il est super bien fait. Et puis les gens là-bas, ils sont adorables. Ah, ça c'est super, quoi. Ils sont, moi, les gens que j'ai eu à faire là-bas, c'est des gens, ils sont adorables. Ça d'ailleurs, c'est un truc aussi que je conseille. Hervé, il doit le savoir. Dès que tu fais des voyages fréquents en russe, pas quand il va pour une semaine ou faire du tourisme, mais comme moi, par exemple, moi, je me suis fait enregistrer auprès de l'ambassade de France à Moscou. Et une des premières choses que j'ai faites en arrivant, sur mon premier voyage, c'est d'abord d'acheter une carte de téléphone, d'acheter une carte de métro aussi, pour pouvoir circuler, et puis de se faire enregistrer à l'ambassade de France. Comme ça, tu donnes ton numéro aussi. Si jamais il y a un souci, quoi que ce soit, ils t'envoient des SMS. Et puis, ils te tiennent au courant. Ils savent. Et ils savent que y a tel ressortissant français qui est sur le territoire russe. Ah, mais ça, c'est toutes les ambassades de tous les pays, de France, de tous les pays qui font ça. Quand moi je vais, pour une période longue, je vais travailler aux États-Unis, tu te fais enregistrer auprès de l'ambassade de France aux États-Unis.
Il y a un truc sur lequel aussi je voudrais parler, c'est la langue de communication. Oui. Parce que j'ai vu que beaucoup d'hommes étaient inquiets sur le fait que les femmes ne parlent pas français, bien sûr, mais ou quelquefois elles ne parlent que russe ou ukrainien. Eh bien, c'est pas forcément un désavantage. Parce que Natalia parle très bien anglais, moi aussi. Eh bien, ça, c'est un désavantage. Parce qu'on ne communique que en anglais. Oui. Et l'objectif, c'est quand même qu'elle apprenne le français, que moi, j'apprenne le russe. Mais, si tu veux, c'est trop facile de basculer en anglais. Et c'est... moi, si tu veux, par exemple, quand je veux lui parler, j'essaye de lui parler un peu en russe. Elle fait et puis elle me répond en anglais parce que bon, j'ai une mauvaise prononciation, alors que elle devrait prendre le temps de mais si tu veux dans la vie de tous les jours. Ouais. Alors c'est facile de basculer sur l'anglais, c'est trop facile de basculer sur l'anglais, et ça c'est pas un avantage, alors que si tu es obligé de faire des efforts permanents parce qu'il y a aucune langue commune, eh ben, tu apprends beaucoup plus rapidement la langue de l'autre, parce que sinon ça marche pas, quoi. Et moi c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur cette fameuse communauté d'apprentissage. Elle prend parce que j'ai pas le temps de suivre ici à Toulouse des cours de russe réguliers le soir à la fac ou quoi que ce soit, parce que j'ai des horaires à la con qui me permettent pas de pouvoir suivre des cours régulièrement. Donc je télécharge des cours sur internet, je me suis payé des cours sur internet, et puis je fais partie de cette communauté, et c'est quand j'ai le temps, je m'y mets dessus, et puis ou quand je suis à l'aéroport ou dans un avion, enfin non, dans un avion ça passe pas, mais quand je suis à l'aéroport ou quand je suis en transit ou quelque chose comme ça, j'ai une heure à perdre, et je fais du russe à ce moment-là, quoi. Mais avec elle, c'est pas, la vie fait que, si tu veux, on n'a pas trop le temps comme on vit pas encore ensemble, on n'a pas, le temps qu'on l'utilise à autre chose que d'essayer d'apprendre le russe ou le français pour elle, quoi. Donc c'est pas forcément un avantage de bien parler anglais tous les deux. Pour le futur, parce que finalement il y a aussi ça, parce que un des points qui avant qu'elle ne vienne en France, il va falloir qu'elle apprenne, qu'elle puisse se débrouiller aussi en France, parce que moi ça y est, ça commence. Alors au début à Moscou, dans la rue, je commence alors j'ai quelques notions de russe, je commence à demander mon chemin à des gens ou poser des questions, et les gens ils te répondent en anglais. Alors ça c'est vexant, parce que comment il a deviné tout de suite que j'étais pas russe. Ouais, mais c'est normal ça. Ouais. Mais maintenant on commence à me répondre en russe. Donc ça c'est et à un moment même, je sais plus, je vais dans une pharmacie parce que j'avais en décembre là, j'y étais, et puis j'avais mal à la gorge. Alors je suis allé acheter des pastilles, des Strepsil, là, tu vois, dont tu trouves ça aussi là-bas. Et puis je commence à discuter, à demander ça. Puis à un moment, la vendeuse de la pharmacie, elle me débite un truc en russe, mais très vite. Et puis là, je comprends rien forcément. Et puis je lui dis, mais attention, je parle pas russe. Il y a Nemnoga Parouski. Je lui dis, je parle qu'un petit peu russe. Et là, elle me regarde et me fait, mais vous venez de me parler en russe. Et là, j'étais content, parce que, si tu veux, j'avais ça, c'est un peu flatteur, quoi. Mais effectivement, comme moi, je vais beaucoup plus souvent qu'elle là-bas, qu'elle ne vient ici. Moi, j'ai plus l'occasion de parler russe qu'elle a l'occasion de parler français. Ouais. Mais pourtant, quand elle va venir habiter ici, normalement, je te dis, ça devrait se faire dans l'été. De toute façon, c'est sûr, elle passera pas. C'est son deuxième hiver qu'elle fait à Moscou. Et puis, comme on disait, elle est de Crimée. Elle a dit, elle passera pas un troisième hiver à Moscou.
Parce que la Crimée, c'est quand même à peu près le climat de la Corse. Hein. C'est à 300 km au nord de la Turquie. Il y a des palmiers. C'est à peu près le même climat que ce que j'ai ici à Toulouse. Hein. Là, en ce moment, il fait entre... le matin, il fait 5 degrés. Dans la journée, il fait 10-12 degrés. En Crimée, c'est à peu près pareil. Elle, ce matin, elle avait moins 22. Hein. Donc, c'est comme à Montréal. Ouais, c'est ça. C'est le grand froid. Ouais, c'est le grand froid. Ouais. Et donc vous vous êtes fixé l'été comme cap. C'est ça. Alors moi, je dois partir en Amérique du Sud. Oui, parce qu'il y a aussi en fait. Nous on se marie le 19 avril là. Alors pour l'instant, on ne fait que le mariage civil à Moscou. Le mariage orthodoxe, on va le faire dans l'église orthodoxe parce que elle est divorcée, mais elle a réussi à faire annuler son mariage religieux. Ah d'accord. Son premier mariage religieux. Donc elle tient à ce qu'il y ait qu'on se marie. Alors moi, je suis non baptisé, alors que ce soit donc c'est pas un problème pour moi d'aller à l'église orthodoxe, mais ça on le fera un peu plus tard. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'obligation à ce que ce soit, même si on veut le faire un an après, ça pose pas de problème quoi. Mais pour qu'il soit fait, il faut que le mariage civil soit fait d'abord. D'accord. Ça c'est voilà, pour qu'il y ait un mariage religieux chez eux, il faut que le mariage civil soit fait d'abord. Je crois qu'en France, ça doit être la même chose. Mais ça veut dire que si tu te maries de façon civile à Moscou, il va falloir que tu fasses notarier tous les documents du mariage français. Non, c'est pour ça. J'ai tout préparé à l'ambassade de France à Moscou. Tout est prêt, c'est-à-dire qu'il y a mon dossier. Maintenant, je n'ai plus qu'une fois que j'ai le certificat de mariage, je le fais traduire. Ça, c'est obligatoire. Alors, c'est une traduction notariale. Ça aussi, c'est un truc qui est pas négligeable. C'est que les traductions notariales, mes documents, moi, il a fallu que je fasse traduire beaucoup de mes documents. Elle, il a fallu aussi, pour l'enregistrer à l'ambassade de France, qu'elle fasse traduire aussi tous ces documents. Eh bien, je peux dire que le coût des traductions, c'est très avantageux de les faire à Moscou. Hein. Ouais. Je sais plus combien c'est 15 ou 20 euros la page, parce qu'en plus, c'est des traductions officielles. Donc ici, à Toulouse, il faut que ce soit au tribunal de grande instance par un traducteur assermenté, quoi. Et à Moscou, c'est pareil, hein, c'est une traduction notariale, bien sûr. Mais moi, donc, mon dossier, il est prêt, il est à l'ambassade de France. Et dès que j'ai le certificat de mariage, je le fais traduire, bien sûr, et je retourne à l'ambassade de France et ils me délivrent le livret de famille. Mais par contre, il faut que ce soit... Alors, c'est beaucoup plus compliqué si tu te maries à Moscou, en Russie, et après, tu décides de faire valider ton mariage côté français. Là, les démarches sont plus longues et plus complexes. Alors que si tu prépares le dossier en parallèle, parce que finalement, le mariage aux ZAD, c'est assez facile. Hein. Il a fallu que moi, je fasse traduire mon certificat de divorce, mon passeport, et puis après, quand on est allé s'enregistrer aux ZAD pour avoir la date du mariage, la démarche est beaucoup plus simple côté russe que côté français. Mais par contre, ce qui est très important, si tu veux que que le mariage soit reconnu des deux côtés, il faut faire les démarches en parallèle. Il ne faut pas faire une démarche d'un côté, se marier, puis dire après, je le fais valider dans l'autre pays, parce que là, c'est très compliqué, très lourd. Il faut que la démarche soit conjointe et que tu avances des deux côtés. Mais pourquoi pas se marier en France directement ? Pourquoi vous avez voulu vous marier à Moscou ? D'abord parce que ça coûte moins cher. La traduction des documents coûte moins cher, ça c'est une chose. Alors, d'autre part, non, je dirais pas d'abord. D'abord parce que pour des questions familiales, c'est-à-dire que moi, mes parents sont assez âgés. De toute façon, même si j'avais fait le mariage à Toulouse, ils se seraient pas déplacés. Ils habitent pas Toulouse. Hein, ils habitent. Ma mère ne voyage plus. Mon père voyage encore, mais c'est assez difficile. Ses parents, à elle, ils ne peuvent pas sortir de Russie.
Enfin, c'est compliqué. Ils sont plus jeunes elle a 10 ans de moins que moi, donc ses parents, ils ont à peu près. Et puis bon, en Russie, ils sont un peu plus. Donc ils ont une quinzaine d'années de moins que les miens. Mais donc on va les faire venir de Crimée pour Moscou, mais c'est le maximum qu'ils puissent faire. Son fils, c'est pareil. Lui, de par sa profession, il n'a pas le droit de sortir de Russie. Donc, si tu veux, c'était ça, c'est la première raison. Donc, et après, de toute façon, il y a une église orthodoxe à Toulouse, mais elle est quand même pas extraordinaire par rapport aux églises orthodoxes qu'on peut trouver en Russie et puis en Crimée, parce qu'en fait, le mariage orthodoxe, on le fera en Crimée. Okay. Mais voilà, et c'est plus facile de faire la démarche parallèle et un mariage administratif à Moscou que des démarches parallèles avec un mariage administratif en France. Et en France, il y a aussi, c'est que il y a un truc qui casse pas mal l'ambiance. Alors je sais pas, mais moi la mairie alors j'habite pas Toulouse même, j'habite une ville de banlieue, mais dans ma ville là, ils m'obligent, puisqu'elle ne parle pas russe, même si elle parle anglais, ils m'obligeaient à avoir un traducteur de sa langue natale. C'est-à-dire que présent au mariage, il fallait un traducteur. Ouais. Donc ça casse, enfin, je veux dire, ça casse un peu la magie du mariage, je trouve. Au Canada, c'est pareil. Ouais, on a ça aussi. Ouais, alors du coup, quand tu t'es marié avec Boris Lava, il te fallait un traducteur. Alors il y avait un traducteur qui était là. En fait, c'est moi qui ai traduit sur place pendant le mariage. Ah oui, mais parce qu'en France, il faut un traducteur assermenté, qui n'est pas donné non plus. Ah ouais, ok, ouais. Alors que bon, à Moscou, c'est elle qui fera la traduction. Elle me le fera en anglais, mais c'est elle qui fera la traduction. Donc c'est aussi une raison. Parce que le traducteur assermenté, pour la durée du mariage, c'est pareil, c'est pas donné, quoi. Donc ça c'est donc c'est pour ça qu'en fait on a choisi. Et puis d'une part, comme je te disais aussi au début du podcast, c'est plus facile pour moi d'aller à Moscou. Donc et les démarches administratives, il y a beaucoup de démarches administratives qu'il faut faire, il faut y être tous les deux. Et parce que la démarche, enfin, tu peux pas te pointer dans une administration en disant je veux me marier, mais ma femme elle est pas là, quoi. Là, ça marche pas. Ouais, on a eu un homme qui nous a écrit une lettre à Hervé là, qui est un peu perdu parce que le consulat français convoque sa femme russe pour des rencontres à Paris et elle travaille, elle habite à Moscou et c'est assez compliqué parce qu'il donne des horaires précis. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Alors c'était plus facile oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc moi, comme je vais à chaque fois là sur les 7 fois où j'y suis allé, j'y reste une semaine à peu près à Moscou. Donc c'est très facile je prends en plus sur internet, je prends mon rendez-vous avec l'ambassade de France à Moscou et puis je m'arrange avec les horaires de Natalia et puis on y va. Et à chaque fois, elle m'a accompagné à l'ambassade de France. Ouais. Alors pour elle, elle bloquait 2 heures, quoi. Enfin parce que c'est assez loin de là où elle habite, le temps d'y aller en métro et machin. Elle bloquait 2 heures, quoi. Alors que si ça devait être un rendez-vous en France, c'est 2 jours minimum. Ouais. Faire l'aller-retour et puis c'est 250 € le voyage, quoi. Alors que bon, moi, j'étais sur place. C'est pareil quand on a fait tu vas au consulat russe qui est alors c'est le ministère des Affaires étrangères là, le grand bâtiment là, enfin c'est pas tout à fait dans le grand bâtiment, c'est à côté, enfin c'est dans un autre bâtiment à côté, mais quand tu vas là, enfin on arrivait à faire sur un même voyage où j'étais là des démarches auprès de l'ambassade de France à Moscou et des démarches auprès du consulat russe à Moscou. Ouais. Pour moi, tu vois, on arrivait à faire à paralléliser les deux. Ouais, c'est bien. Donc c'est ça qui est avantageux, quoi.
Ok, alors je te propose de te poser une dernière question, puis après on pourrait continuer la semaine prochaine parce que finalement on a plein de choses t'as plein de choses à dire. Ah oui, oui, On oui. pourrait refaire, je sais pas, la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, on pourrait recommencer si ça te convient, si t'es pas en déplacement. Non, jeudi, ça va. Ça va? Jeudi prochain, je suis là, et puis le jeudi d'après, je suis à Moscou. Ok. Donc on peut le faire à Moscou, il y a 2 heures de plus en décalage. Mais là, enfin, je pars la fin de la semaine prochaine pour une semaine à Moscou. Ok. Bah ouais, alors jeudi prochain, tu me rappelles et puis on finira. Oui, d'accord, même heure. Mais je voudrais finir par une dernière question. Il y a quelque chose il y a une interrogation que j'ai depuis que je t'écoute au début. Finalement, tu nous en as pas parlé. C'est quoi qui t'attire tellement chez Natalia? C'est quoi ses qualités? C'est quoi à un moment donné, tu as dit que t'étais pas le genre d'homme à te laisser abattre et que tu as raconté qu'il y avait eu une difficulté, qu'elle avait eu des doutes. Mais on sent que toi, t'as pas de doute, que tu l'aimes vraiment, etc. Que vous avez probablement des sentiments amoureux. Mais c'est quoi que t'apprécies tellement chez cette femme-là? Bah, déjà, elle non plus, elle n'a pas de doute, hein. Mais elle, je dirais, elle a besoin d'être rassurée. Alors, il y a un truc que je voudrais quand même préciser à tous les hommes qui nous écoutent. Justement, tu me disais, est-ce qu'elle va venir? Ça, c'est une démarche. Enfin, c'est un truc que j'ai compris, mais c'est terrible ce qu'elle va vivre. Elle va quitter son pays, elle va s'éloigner de sa famille, de son fils qui va bientôt se marier, elle va bientôt être grand-mère. Enfin, elle s'éloigne pas. Elle a quel âge? Elle a 48 ans. 48, ok. Elle est de 1970. On a 10 ans et 6 mois d'écart exactement. Et 8 mois. Ok. Voilà. Donc ça c'est donc elle a besoin là-dessus d'être rassurée aussi, parce que le nombre de fois où elle m'a demandé, mais tu vas pas me lâcher au bout d'1 an, quoi. Parce que enfin là-dessus, si tu veux, elle a. Alors après, moi, qu'est-ce qui m'attire chez elle? C'est un peu la question, pourquoi tu es amoureux, que tu pourrais poser à un copain, mais pourquoi tu es amoureux de cette femme? Il y a des choses qui s'expliquent pas. Moi, je sais que la première journée qu'on a passée ensemble à Kiev, on a parlé de plein de choses. On s'est promené dans la ville de Kiev. On a mangé. Enfin, on est allé au restaurant ensemble. Elle m'a présenté à 2 de ses copines, dont la fameuse copine qui était venue nous voir à Moscou après, qui m'a bien aidé. Je sais pas. Je saurais pas l'expliquer. Bon, c'est vrai, c'est une femme russe. Elle est magnifique. Je l'ai choisi. Quand je l'ai choisi sur le site de CQMI, j'ai fait comme tous les hommes. J'ai d'abord choisi par rapport aux photos. C'est une femme qui est très intelligente. C'est une femme qui a du caractère. C'est pas une femme qui se laisse marcher sur les pieds. C'est pas une femme qui non plus me piétinera ou me marchera sur les pieds. C'est je sais pas, de dire après. Puis on le sent. Enfin, si tu veux, quand on est ensemble, il y a eu des moments, comme je disais. Bon, il y a eu des moments. Il y a des moments quelquefois d'incompréhension, hein, un peu. Mais parce que déjà, ne serait-ce que, même si on parle très bien anglais tous les deux, il y a quelquefois il y a des bugs, hein, dans la discussion. Et il suffit de prendre un mot pour un autre et interpréter après. Il y a une double traduction quand même à chaque fois quand on parle, hein. Moi, je traduis de français à anglais, puis elle traduit de l'anglais qu'elle entend à russe, et inversement dans l'autre sens aussi. Donc il y a 2 risques d'erreur, quoi, à chaque fois. Donc il y a eu quelquefois des heures d'incompréhension, mais si tu veux, il y a toujours cette volonté d'un côté comme de l'autre
d'aller de l'avant et de faire abstraction de ces difficultés. Et chez elle, je sens bien qu'il y a une envie de construire quelque chose de solide, parce que si elle a eu ce doute à un moment sur le fait que je sois un homme sur lequel elle puisse compter à 100%, parce que c'est pareil quand elle va venir en France. Là, le temps qu'elle parle correctement français, parce que en chirurgie, si tu veux, dentaire, tu trouves pas un boulot comme ça, hein, du jour au lendemain, surtout. Alors, dans certains pays, oui, c'est parce qu'elle parle bien anglais, hein, des pays anglophones, elle pourrait travailler tout de suite, du jour au lendemain. Elle parle très bien arabe aussi, donc, parce qu'elle a travaillé 6 ans au Yémen, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en France, maintenant, elle comprend le français, mais elle n'ose pas le parler parce que c'est une femme perfectionniste. Et pour l'instant, tant qu'elle ne parlera pas bien, elle ne voudra pas le parler. Mais je sais, je vois bien qu'elle comprend bien le français, quoi. Et qu'elle commence à bien le comprendre. Mais voilà, donc il y a cette volonté, elle, d'aller de l'avant, et puis cette envie de construire quelque chose de solide. Et ce besoin d'avoir confiance en moi, donc et puis moi je sais pas, je dirais c'est elle, quoi. C'est je le sais. C'est peut-être ça l'amour, justement, c'est peut-être le fait de le sentir. Tu sens que c'est elle, tu sens que c'est et que c'est pas une autre, quoi. Parce que, comme tu le disais, tu le conseilles, quand j'ai quitté Kiev, j'avais pas fermé toutes les portes. Et je suis resté avec d'autres contacts quelque temps. Mais il y avait pas cette flamme, quoi. Ouais. Donc. Pourtant, à Kiev, j'ai fait. Il y a une autre que j'ai revue, quoi. J'ai eu d'autres. Toutes n'ont pas eu. Il y a la majorité. Bon, j'ai fait qu'une rencontre, mais il y en a d'autres que j'ai fait 2 rencontres, quoi. J'ai fait 2. Et donc, mais il n'y a pas cette flamme qu'il y a avec Natalia, quoi. Je sais pas. Une autre Natalia, d'ailleurs, je me souviens. Oui. C'était 2 Natalia, oui. Le Poltava. Ouais. Alors, Natalia, mais elle se faisait appeler Natacha, en fait. Elle est enregistrée sur le site nom Natalia, mais elle se faisait appeler Natacha. Mais que tu as fait plusieurs fois en vidéo, d'ailleurs. Oui. Elle est toujours sur le site, je pense. Oui, et elle est très très populaire, elle est très demandée, elle fait beaucoup de rencontres, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne personne. Moi, elle m'a relancé plusieurs fois. Ouais. Mais j'espère qu'elle trouvera, parce que c'est une femme, une belle femme, et puis très sympa, quoi. Ouais. Et puis, mais pour moi, elle était peut-être un peu trop jeune, parce qu'on avait 15 ans d'écart. Ouais. Et moi, je trouve... 15 ans, c'est beaucoup. Ouais, probablement. Il y en a qui trouvent que c'est pas assez, mais... non, mais là, faut être réaliste. Ouais. Et c'est pareil, c'est ce que tu dis. Moi, je veux dire, là, c'est... là, je mise sur l'avenir. C'est j'ai déjà été marié, j'ai déjà divorcé. J'ai pas envie que ça recommence. Ouais. Voilà. Donc moi je mets tout, on met elle comme moi, on met tout du même côté de la balance pour que ça marche. Et ça en fait partie, hein, la différence d'âge. On va être à peu près grand-père en même temps, de son côté comme du mien. Donc c'est des choses aussi, hein, qu'il faut intégrer, quoi. Nos enfants ont le même âge, tu vois, sont dans les mêmes tranches d'âge. Moi j'en ai un peu plus jeune parce que j'en ai 3, elle en a qu'un, mais bon, ça reste, il faut voir les points communs, hein. Il faut voir aussi puis
on a aussi beaucoup de points en commun sur la relation aux autres, le désir le goût des voyages, le milieu aussi social, professionnel, parce que elle a une grosse communauté internationale avec laquelle elle entretient des relations, ils s'échangent des informations, des techniques, ils dialoguent beaucoup, hein, je l'ai vu quelquefois, elle passe des heures sur l'ordinateur à dialoguer, à commenter des opérations qui sont filmées et tout ça. Moi, c'est dans mon domaine qui n'a rien à voir avec le sien, mais c'est pareil, quoi. C'est des choses aussi qui sont à prendre en compte dans la relation. Mmh. Ok, merci beaucoup parce que je dois arrêter parce que j'ai un autre appel à 3 heures. Et puis merci, c'était vraiment très, très intéressant, très utile. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. À 19h30, d'accord. Parfait. Vraiment, c'est très, très, très sympa de ta part, Eric. J'apprécie beaucoup ce partage. Et puis, je ne sais pas s'il l'écoutera, mais un petit bonjour à Gaël. Et puis, c'est le gars là de Bordeaux là, qui s'est marié aussi. C'est celui qui avait fait les mêmes rencontres que moi à Kiev, là, c'est ça ? Je me rappelle plus son prénom. Oui, Thierry, Thierry. On avait partagé, on avait les mêmes, on avait quelques femmes en commun, je crois, qu'on rencontrait. On l'avait découvert. Ça, c'est vraiment, c'était une bonne ambiance, hein, ce voyage. Hein. Ouais, 6 mariages sur ce voyage. J'en ai un excellent souvenir. Ouais. C'était l'un des voyages les plus productifs qu'on a eu, le plus productif qu'on a eu de toute la durée de vie du CQMI. Je suis content d'en avoir fait partie. Ouais. Bon, merci à toi, Antoine, encore. Et puis, à très bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bonne soirée. Allez, bonsoir. Ciao.